Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Johan Elmaleh, qui est UX Writer chez Nexton pour le compte d'Orange, on va vous en parler, et Stevie Gosset, Bonjour. qui travaille avec lui chez Nexton en tant que Lead Product Designer. Voilà, donc on va traiter du sujet vachement intéressant et super d'actualité, n'est-ce pas? Sur la collaboration avec les UX Writers et les Product Designers. Alors, si vous voulez, il y a un petit sondage là pour commencer. Et puis, en bas à droite, vous avez les sondages. Et si vous voulez poser des questions, il y a un onglet spécial et on prendra 10 minutes à partir de 13h50. Les questions. Il y aura un replay, évidemment. Donc voilà. Là, je vous laisse démarrer, si vous voulez, Johan et Stevie. Merci à vous. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Yes. Écoutez, bonjour à toutes et tous. On est ravis de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous du sujet autour de la collaboration entre les writers et les product designers. Tout d'abord, on voulait commencer par un disclaimer parce qu'on le sait, le métier du design, on a tous nos manières de procéder et même de voir le métier en tant que tel. Donc aujourd'hui, nos propos n'engageront que nous. Une autre chose, c'est qu'on s'est appuyé sur nos propres expériences, chacun de notre côté, et sur notre expérience commune à Stevie et à moi, de collaboration, mais également sur des retours d'expérience externes, lors d'articles, de podcasts, de vidéos YouTube, etc. Peut-être les vôtres. Donc, on trouvait que c'était important de le préciser. Yes, et du coup, pour se présenter un petit peu, moi je suis product designer et je pense que le laptop a déjà très bien présenté mon travail. Je tenais surtout à présenter mes valeurs en tant que telles. Donc moi, en tant que designer, je ne cherche pas forcément à être le meilleur sur les outils comme Figma, mais par contre, je cherche vraiment à créer de la valeur pour mes utilisateurs, pour créer des expériences mémorables et qui répondent à leurs besoins, tout en prenant en considération les enjeux business et la stratégie sur le produit avec lequel je travaille. Et pour revenir à la problématique du jour, ça fait à peu près 1 an et demi que je collabore avec des UX Writers. Et moi, du coup, c'est Johan. Donc, je suis vraiment un passionné des mots et de leur pouvoir sur nos actions et sur nos réflexions. Et à tel point que j'ai publié 2 livres, un roman chez Flammarion et un ouvrage avec d'autres auteurs sur les interdits de la pensée, avec les psychanalystes du cercle freudien. Et au jour le jour, au quotidien, je suis UX Writer chez Nexton, que la boîte qu'on partage avec Stevie de consulting, et on est en mission pour Orange. Et chaque jour, j'essaye de montrer l'importance des mots et de mon métier auprès des designers pour vraiment faire matcher la rédaction, l'expérience utilisateur et tout ce qui a trait à la culture produit. Avant de commencer notre présentation sur notre collaboration, j'aimerais vous dire un mot de l'UX Writing, qui est un métier un petit peu moins connu que le Product Design, en miroir avec le copywriting, que j'ai exercé moi-même pendant quelques années. Alors, je tiens à dire que c'est vraiment une vision subjective que j'ai moi-même vécue. Je sais qu'il y a des copywriters qui font des choses similaires à l'UX Writing. Mais c'est vraiment quelque chose que moi-même j'ai vécu. Donc, quand j'étais copywriter, j'utilisais plutôt des mots sexy pour vendre au client un produit, pour lui expliquer à quel point ce produit serait essentiel dans sa vie. Donc, on imposait vraiment une vision sur le produit et on travaillait sur des maquettes déjà avec un design déjà finalisé et des maquettes plutôt isolées. Donc, c'était pas un travail sur un parcours global, mais vraiment chaque maquette on travaillait sur une maquette vraiment de façon isolée. Et on travaillait plutôt seul. J'ai beaucoup travaillé seul dans ma chambre, en freelance notamment. Donc, je considérais ça plutôt comme un travail de rédaction, même si c'était orienté web. J'ai pris le tournant, en prenant le tournant de l'UX Writing, je me suis rendu compte, j'ai découvert un nouveau monde. Donc d'abord le monde du design et le monde du travail en équipe avec les designers.
Donc, j'ai appris à parler leur langue, wireframe, data, etc. Et j'étais plutôt dans un objectif de converser avec l'utilisateur, de vraiment créer une conversation avec l'utilisateur pour l'accompagner tout au long d'un parcours. Donc, je travaillais plutôt sur des parcours, sur des interfaces qui s'enchaînaient de façon logique. Et pour ce besoin, justement, j'avais besoin d'être intégré dès les premières phases du projet, à toutes les étapes du projet. Alors, dans un monde idéal, c'est comme ça que fonctionne un UX Writer en équipe. Et donc, j'aime à dire que un UX Writer est un designer démo. Je voulais aussi, pour définir l'UX Writing, parler des 3 grands principes. Donc, pour optimiser cette conversation avec les utilisateurs, il faut être tout d'abord clair, c'est-à-dire donner tout de suite les informations aux utilisateurs en parlant vraiment, en conversant vraiment avec, à travers leur langage à eux. Donc pour ça, on va aller voir les forums, les retranscriptions SAV si on a la chance d'en avoir, etc. Avec un langage qui s'apparenterait plutôt à un langage du collège, 6e, 5e. Non pas que nos utilisateurs soient de grands enfants, mais ils doivent tout de suite comprendre les mots qu'on utilise. Il faut également être concis, donc pas forcément charcuter tous les textes et faire court, mais réduire au maximum la charge mentale, puisqu'on sait que les utilisateurs ne lisent pas les interfaces, ils les scannent vraiment très rapidement. Donc pour ça, il y a pas mal d'astuces comme des listes à puces, etc. La pyramide inversée, bon, ça devient un petit peu technique, mais c'est des choses qui sont essentielles pour créer cette conversation. Et un autre principe, c'est le principe que nos amis designers connaissent bien, c'est le principe d'utilisabilité. C'est un mot un peu sauvage, mais c'est vraiment comprendre l'état émotionnel de l'utilisateur en contexte. Sur le long d'un même parcours, il ne va pas être dans la même émotion, et donc ça, nous, on doit le comprendre pour réagir de la bonne façon. Voilà pour ma petite introduction sur l'UX Writing. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Yes, donc au niveau de notre interaction qui va durer à peu près 1 heure, on va vous expliquer déjà sur quoi on travaille avec Yoann. On a trouvé ça également intéressant de vous expliquer les erreurs qu'on a pu faire dans notre quotidien, les solutions imaginées, et ensuite, à partir de ces solutions-là, on a essayé de mettre en place une méthode, et à la fin, on espère pouvoir interagir avec vous. Donc, on commence tout de suite par parler finalement de sur quoi on travaille. Yes, eh bien, moi, je suis en transverse sur tous les projets du site Orange France, mais également sur les applis mobiles, donc pour le grand public et aussi pour des outils professionnels. Donc, c'est vraiment, on couvre un large spectre. Beaucoup d'UX writers, à mon avis, présents ici sont comme moi en transverse. On n'est pas vraiment spécialisé dans un produit. Et pour ce qui est des outils pro sur lesquels on travaille, Stevie va vous en présenter un, puisque c'est justement sur cet outil qu'on collabore ensemble. Yes, bah écoutez, moi, comme le nom de mon poste l'indique, je suis product designer, donc je suis référent d'un produit. Et pour qui je travaille, en fait, si demain vous allez dans une boutique Orange, vous êtes accueilli par une collaboratrice interne Orange qu'on va appeler une conseillère. Donc c'est une conseillère de vente qui va utiliser des interfaces sur des iPads ou des ordinateurs. Et c'est sur ces interfaces-là que moi je travaille, notamment avec Adèle Lafont. Et c'est pareil, si vous appelez, vous êtes client ou prospect Orange, vous appelez le service client Orange, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous répondre. Encore une fois, ce sera un conseiller, une conseillère qui va utiliser des interfaces que je vais concevoir. Donc finalement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je suis vraiment référent d'un produit de par mon poste de product designer. Je collabore dans une feature team. Du coup, je collabore avec mes PO, mes PM, mes développeurs et également des ingénieurs QA, là où Yoann, lui, est transverse. Ouais, moi, je suis vraiment rattaché à l'équipe Design Ops, donc il y a plusieurs métiers rattachés à cette équipe-là. Et ce qui est intéressant, c'est et ce qui est aussi différent de Stevie, c'est qu'on travaille sur énormément de produits différents, donc avec à chaque fois des stratégies différentes, des enjeux business différents, également avec beaucoup de feature teams.
Du coup, on a besoin de bien connaître les produits. Et pour ça, il faut qu'on mette en place des process. Quand on arrive en tant qu'UX-Writer au sein d'une société, on est obligé de casser un peu les process pour les réorganiser et pour répondre vraiment à la quantité de produits et de projets qu'on traite. Donc maintenant, on va vous parler des erreurs qu'on a pu commettre ensemble. Et oui. Et une des premières erreurs qu'on va vous présenter, c'est plutôt une erreur de jugement. Et j'aimerais bien que tu en parles, Johan. Qu'est-ce que tu avais comme finalement jugement par rapport à mon métier? Alors, très mauvais. Non, je rigole. Non, vraiment, une de mes erreurs de jugement par rapport au product design, c'est de penser que le designer était vraiment un super designer qui maniait vraiment l'UX et l'UI et que je pouvais travailler avec lui sur des parcours avec des maquettes déjà avec un design system intégré aux interfaces, etc. Sans vraiment me rendre compte de toute la potentialité, de tout le potentiel qu'il y avait pour moi, c'est-à-dire qu'on pouvait monter des ateliers ensemble parce que le product designer est également un facilitateur. Que je pouvais aussi récolter des insights sur la stratégie produit qu'on veut mettre en place et également que Stevie et les product designers pouvaient, s'ils étaient assez sympas pour le faire, m'intégrer au métier produit avec lesquels ils collaborent tous les jours. Et maintenant, on va parler plutôt opérationnel. Est-ce que selon toi, tu as commis des erreurs? Beaucoup. Déjà, c'est vrai que quand on est UX Writer, on se dit il faut vraiment appliquer les méthodes UX à la rédaction, donc vraiment se focaliser sur l'expérience utilisateur. Donc quand on travaille sur beaucoup de produits, on a parfois tendance à vraiment se focaliser là-dessus, sans forcément poser les bonnes questions sur la stratégie. Est-ce que à ce moment-là, on accepte pour convertir des commandes de baisser le panier moyen, etc. Enfin, tout ça, quels sont les success métriques, les dommages collatéraux qu'on accepte. Tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on nous partage pas la vision produit. Donc ça a été une de mes erreurs. Une autre erreur, c'était vraiment d'être trop strict par rapport à cette règle d'or de l'UX Writing qui est de parler avec le langage de l'utilisateur. On va le voir que les conseillers, qui sont nos utilisateurs dans notre cas, dans le cadre de notre collaboration qu'on vous présente, utilisent du jargon très technique. Ils parlent de terminal pour parler de mobile, etc. Est-ce que vraiment il faut parler avec leur langage pour qu'ils le comprennent, en sachant qu'il peut y avoir des nouveaux conseillers et que les conseillers peuvent aussi être en relation avec des clients. Donc ça, c'est des choses qui, en me rapprochant des équipes produits, m'ont permis d'avoir vraiment une réflexion là-dessus. Et toi, Stevie, du coup, c'était quoi ta vision des UX Writers avant de collaborer avec moi? Tout d'abord, une des erreurs de jugement que j'ai pu commettre, c'est de ne pas penser connaître ce métier-là alors que je ne le connaissais pas. Je me disais, tiens, copywriter, ça doit être les anciens UX writers. Donc, UX writer, c'est la suite logique dans la carrière d'un copywriter. C'est des jugements que j'avais, ou même au-delà de ça, il y avait une tendance dans nos métiers, selon moi, ça n'engage que moi, c'est qu'il fallait mettre UX absolument devant le nom du designer. Donc du coup, je me suis dit, tiens, encore un terme avec UX. Chose qui est totalement faute, je précise que j'ai bien réfléchi à ça. C'est bien, Stevie. Et du coup, au niveau des erreurs opérationnelles, qu'est-ce que tu peux nous dire? En termes d'opérationnel, donc sur le terrain, déjà, j'avais l'habitude de vous contacter, les UX writers, pour corriger mes fautes d'orthographe. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai. Ou alors, quand j'allais envoyer mes épines, donc à la fin de mes itérations, et que je me posais des questions sur des termes, c'est là que j'allais vous contacter. Donc, j'ai bien compris que ce n'était pas vraiment cette méthode de fonctionnement la plus optimisée. Ensuite, je prenais pas vraiment le temps d'expliquer la stratégie produit, j'allais expliquer le use case concerné. Donc, c'était vraiment du court-termiste. On parle de MVP, de vision cible. Moi, j'expliquais uniquement le use case concerné. Pas bien. Et pareil, je ne prenais pas forcément le temps d'écouter le vocabulaire utilisé par la cible, parce que c'est peut-être aussi une cible spécifique, mais en fait, je ne prenais pas assez suffisamment de temps d'écouter les termes.
Et du coup, suite à ces erreurs, on a trouvé des solutions. Enfin, on en a surtout testé. Et on va vous les présenter tout de suite. Yes, on va les tester au fur et à mesure. Donc, pour vous présenter nos échanges, on a repris le schéma du design thinking. Mais ce qui paraît évident, c'est que Johan était appelé trop tard dans les réflexions sur les projets et le produit sur lequel je travaillais. Donc déjà, je me suis dit, bon, bah, Johan, la prochaine fois que je commence un nouveau projet, je vais le contacter en amont et directement. Et ça a été un vrai plaisir puisque ça m'a permis de collaborer avec des métiers avec lesquels je collaborais pas spécialement, surtout dans les grosses organisations comme les nôtres, avec des product owners conseillers et notamment des responsables boutiques qui m'ont donné plein d'informations sur le persona conseiller, sur qu'est-ce qu'est un conseiller. Comment il s'exprime, comment également il effectue sa vente. Je me suis rendu compte qu'il était dans une relation plutôt triangulaire entre le client, l'interface et lui-même. Donc, il fallait vraiment prendre en compte ce contexte-là pour lui faire vivre l'expérience la plus optimale pour qu'il fasse sa vente. Également, le fait de savoir s'il avait une prime à chaque vente, etc. Tout ça, c'est vraiment des insights que j'ai pu récolter. Merci. Et une des premières actions qu'on a mis en place ensemble, c'est de par notre phase d'empathie, on s'est rendu compte avec nos PO et nos PM que les parcours utilisés par les conseillers, les terminologies étaient vagues. Nous-mêmes, on n'arrivait même pas à les comprendre. Et quand on parlait avec eux lors de rencontres, ils nous disaient c'est vrai que ce qui est écrit, c'est lors d'une phase d'introduction à un nouveau métier comme le nôtre, on doit reprendre le vocabulaire et l'expliquer avec nos mots. Donc, on voyait que les terminologies écrites dans les captures qu'on a posées sur un Miro n'étaient pas claires. Donc, on s'est dit, viens, on fait, tous les deux, là, je parle comme si je parlais à Yoann, j'ai dit à Yoann, ça serait bien qu'on crée un atelier tous les deux parce que en faisant nos recherches, on n'avait pas trouvé d'atelier dédié à l'expérience avec les mots. Donc, on a tout simplement créé un nouvel atelier dédié aux terminologies. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure du potentiel dans la collaboration entre le product designer et l'UX writer. Ça, c'en est un vraiment, de pouvoir monter des ateliers ensemble. Stevie m'a également fait monter en compétence sur la facilitation. Ça, c'était vraiment un des premiers ateliers qu'on a fait en collaboration. Et du coup, ça m'a permis de parler vraiment aux équipes métiers et de leur faire prendre conscience qu'il faut toujours utiliser les mêmes mots. Par exemple, si un client arrive en boutique, est-ce que les conseillers vont l'appeler prospect ou client alors que il n'est pas client, il est prospect. Comment les conseillers l'appellent entre eux? Ils l'appellent pas prospect, ils l'appellent client. Est-ce que même s'ils l'appelaient prospect, il vaudrait pas mieux l'appeler client pour les projeter directement dans la vente? Tout ça, ce sont vraiment des problématiques qui sont liées au wording qu'on a pu mettre en lumière. De la même façon, à qui l'interface s'adresse. J'ai appris lors de ces ateliers notamment que les conseillers montraient très souvent leur écran au client. Donc, est-ce qu'on va s'adresser au client ou est-ce qu'on va s'adresser au conseiller? Sur l'outil, c'était variable. De temps en temps, on s'adressait au client, de temps en temps, on s'adressait au conseiller. On parlait parfois de clients, parfois de prospects, parfois de bénéficiaires, ce qui fait que ça pouvait créer de la confusion sur la personnalité du client et sur l'interaction client-conseiller. Donc, on a mis tout ça en lumière et c'était vraiment top. Et du coup, qu'est-ce que tu as retenu, Stevie, de cette super collaboration? Le terme va peut-être parler à beaucoup d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'on a fait un quick win, qu'on a eu un pansement en attendant de faire mieux. Je me suis dit, c'est bien, on a fait mieux qu'avant, mais il est temps qu'on prenne du recul, un peu comme une rétrospective, et qu'il fallait vraiment revoir notre manière de travailler ensemble en profondeur, en y injectant la stratégie business et les problématiques de tous les jours associées aux grands comptes. Yes. Et du coup, on a mis en place une méthode ensemble qui fonctionne plutôt pas mal pour le moment. Donc, on est en train de la tester. Là, on va vous présenter vraiment une première esquisse
à travers les 3 grandes étapes du design thinking, comprendre, explorer, matérialiser. Et on peut pas vous passer tous les moments opérationnels de ces étapes par manque de temps, mais on a sélectionné pour vous des moments opérationnels qui, j'espère, vont vous parler et que vous pourrez peut-être appliquer si vous en avez besoin. Et finalement, cette méthode vise à répondre à une problématique, c'est finalement comment collaborer entre designer et UX-writer. Donc, on est 2 référents finalement de l'expérience produit, en mettant au cœur de l'expérience les mots et le contenu, tout en respectant la stratégie produit et les enjeux business. Yes. Du coup, on pourrait appeler cette méthode le product writing. Et étant entendu que nous sommes 2 expertises de l'expérience utilisateur qui ont pour fonction de vraiment créer une expérience positive pour l'utilisateur et une navigation la plus fluide possible. Donc, du coup, on a mêlé ces 2 mots de nos expertises, le product et le writing, pour bien montrer l'association des 2 genres et pour bien montrer qu'on essaye de faire matcher ensemble l'expérience utilisateur, le contenu rédactionnel et la vision produit avec tout ce qu'il y a d'enjeux business et de stratégie selon les projets. Donc, la première phase, dont on a déjà parlé, on va rentrer plus en détail dessus, donc comprendre ensemble. Yes. Alors là, ça correspond plutôt à des moments de vie qui sont vraiment pas à négliger. Donc, c'est vrai que les moments opérationnels sont vraiment les moments très importants puisqu'on met vraiment les mains dans le cambouis et c'est là que les projets prennent forme. Mais avant ça, après ça et pendant ce moment-là, il y a aussi le fait d'apprendre ensemble nos métiers. Donc, en se partageant des ressources. J'ai donné beaucoup de lectures à Stevie pour son plus grand plaisir, j'imagine. Lui aussi m'en a donné, je tiens à vous rassurer, à travers également des conférences qu'on anime au sein de notre boîte Nexton. On fait beaucoup de meet-up avec la communauté design dont on fait tous les 2 parties. Et ce qui est intéressant dans ces meet-up, c'est que ces meet-up sont généralement suivis d'ateliers pratiques, ce qui fait qu'on articule bien la théorie et la pratique. Je me rappelle notamment de ce meet-up product design entre Stevie, Adèle et Harrison, nos collègues de Nexton, qui m'a vraiment mis en lumière ce métier comme je ne l'avais jamais vu. Voilà. Également, on se partage beaucoup de ressources externes, d'articles, de podcasts, etc. Parce qu'on est vraiment des passionnés. Yes, et pour compléter, par exemple, sur le partage d'écran, au milieu, on voit une pub dans un métro. Moi, j'observe tous les jours et au-delà d'observer la mise en page et le design en tant que tel, ce qui m'a interpellé, c'était le contenu. Donc, Trendline qui parlait d'un de ses concurrents sans en parler, mais le message était subtil. Et en termes de contenu, de ligne édito ou autre, c'était hyper bien pensé. Et du coup, j'ai fait une photo que j'ai envoyée à Yohan sur WhatsApp. Et c'est aussi comme ça qu'on interagit. C'est vrai que c'est un très bon exemple de co-construction entre le design et l'écriture. Également, il faut rappeler que Yohan, il est transverse, comme il l'a dit tout à l'heure, et moi, je suis référent d'un produit. Yohan n'est pas, entre guillemets, à ma disposition, il a une charge, il a de la vélocité. Du coup, pour l'aider, ce que j'ai mis en place, c'est un atelier qui est sorti de ma tête, qui existe peut-être, mais en tout cas que je ne savais pas, c'est les 10 commandements de mon produit. Avec Adèle, on a listé vraiment les fondamentaux à savoir sur la stratégie de notre produit via un feedjam. Et à tout moment, en fait, Yohan, il peut aller le consulter lorsqu'il a des questionnements et que je ne suis pas disponible. Yes, c'est top, une vraie Bible. Et moi, de mon côté, je lui partage la charte éditoriale. Bon, alors là, c'est pas celle d'Orange, bien sûr, mais ça lui permet d'avoir vraiment en visibilité la personnalité de la marque. Est-ce que cette marque veut être proche avec ses utilisateurs, audacieuse, etc. Est-ce qu'on se positionne plutôt par rapport à nos utilisateurs comme une amie, un ami, une figure maternelle, paternelle, un associé.
Enfin, tout ça, ce sont des choses qui ont trait à la voix de la marque. Également, les tons, les tonalités qui permettent de mettre en contexte cette voix. On ne va pas parler de la même façon sur un message d'erreur que sur un message de succès. On ne va pas interagir de la même façon avec l'utilisateur. Également, les grands principes, les grandes formulations dans les composants. Est-ce que dans les CTA, on va mettre de l'infinitif ou pas? Est-ce qu'on va parler à la place de l'utilisateur ou est-ce qu'on va le vous voyez? Aussi des tips par rapport à l'inclusion, à l'inclusivité. On ne va pas utiliser le point médian, donc comment on va se sortir de cette situation? Par exemple, pour parler de technicien, on va plutôt dire technicienne ou technicien. Tout ça, c'est des choses qu'on met en visibilité au product designer et notamment à Stevie pour que lui, il ait tout de suite une meilleure vision du produit avec les mots. Et on le verra plus tard quand il va me formuler ses messages d'intention. Ça a aussi son importance et il peut s'y rapporter à chaque fois. Également, un lexique pour garantir vraiment la cohérence des terminologies, pour ne pas... on va dire si on parle plutôt de téléphone ou de mobile. C'est vrai que sur une page, si on va parler de téléphone et de mobile, sur une page qui parle de téléphonie fixe et de téléphonie mobile, ça peut être un problème. Donc là, tous ces problèmes-là, on les élucide dans ce lexique. Comme on écrit Wi-Fi, comme on écrit fibre, est-ce qu'on l'écrit avec un F majuscule, F minuscule? Ça a l'air de rien, mais ça peut faire perdre beaucoup de temps aux designers de savoir comment on écrit un mot. Et on sait que quand on a un fil logique de réflexion quand on écrit, il est ça met toujours en retard, ou bien alors ça casse toujours dans le raisonnement, le fait de chercher comment on s'écrit une terminologie, de demander aux UX writers comment on écrit Wi-Fi, etc. Donc voilà, ça c'est très important. Et toujours avec des exemples à l'appui. Généralement, je leur donne des exemples omnicanaux, donc sur les sites internet et dans les pubs, dans les pubs que vous pouvez tous voir dans le métro, etc. Pour bien montrer que la tonalité est la même et qu'ils s'imprègnent eux-mêmes de cette tonalité-là. Et tout à l'heure, on a déjà parlé d'intégrer dans les équipes, mais on va aller un petit peu plus loin. Moi aussi, je l'ai intégré à mes réunions donc de manière ponctuelle pour qu'en fait, il entende le discours en interne, les mots utilisés en interne, pour qu'en fait, il s'imprègne des enjeux business et de la stratégie produit et qu'il puisse derrière, partant de ce qu'il a écouté, évangéliser du coup son métier avec des opérationnels et utiliser des mots qui vont sensibiliser les opérationnels. Ouais, le fait d'être vraiment intégré à l'équipe produit lors d'ateliers et autres, même dans les conversations par mail et dans les conversations qu'on a en live, ça me permet à moi d'avoir vraiment toute la vision sur la stratégie produit, sur les enjeux business, etc. Et donc, ça permet vraiment d'optimiser les formulations avec cette vision produit-là. Également, une autre chose, ça a l'air de rien, mais une fois qu'on a évangélisé l'UX Writing auprès des designers, qui sont la plupart du temps assez à l'écoute, il faut aussi le faire auprès des équipes produits, donc montrer l'importance des mots. Souvent, je montre cet exemple, qui est un gros fake, mais sur une interface, quand on voit ici on vous voit tantôt l'utilisateur et tantôt on parle à sa place, vos besoins ont changé, je m'offre un nouveau téléphone, tantôt on parle de téléphone, tantôt on parle de mobile. Sur une seule interface, ça peut ne pas poser de problème, mais quand on leur explique que sur tout le long d'un parcours, il va y avoir ce problème de cohérence, on va leur expliquer que ça va rajouter de la charge mentale, là où justement il faut en enlever le plus possible pour vraiment fluidifier la navigation. Donc, on montre des exemples comme ça qui font mouche et ça leur montre vraiment l'importance de penser le wording de façon cohérente. Maintenant, on va parler de comment en fait on explore ensemble les sujets avec d'autres exemples d'ateliers. Alors, pareil, tout à l'heure on parlait de réunions, on s'est aperçu que quand on faisait des points ensemble, donc autour du produit, chaque équipe utilisait des mots différents pour parler du même use case ou de parler de la même chose.
On s'est dit, mais c'est un peu bizarre, il faudrait finalement que pour fédérer les équipes, on rédige une promesse commune. Donc, on a fait cet exercice-là, on s'est inspiré d'ailleurs de la Discovery discipline, et ensuite on s'est dit, maintenant qu'on a mis en place cette promesse, on va mapper l'expérience avec des mots. Utilisons des mots fondateurs qui vont nous permettre de cartographier l'expérience. Ouais, le fait de rédiger la promesse vraiment avec les terminologies qu'on va employer par la suite, par exemple parler de forfait mobile et d'offre Internet pour bien distinguer les deux plutôt que de parler d'offres mobiles et d'offres Internet, ça va vraiment permettre d'avoir cette appréhension des wordings au sein même de la vision de produit, au sein même des équipes en interne. On va parler de la même façon en interne quand on va travailler sur les parcours. On va parler de la même façon qu'on va parler aux utilisateurs. Également, le fait de mapper l'expérience avec des verbes d'action et de faire intervenir les UX-writers dans ce storytelling-là, ça peut vraiment permettre dès le départ, dès les phases de cadrage, d'enlever certaines interfaces quand il faut en enlever, ou bien alors d'ajouter une pop-in quand il en manque, parce que nous, on va se rendre compte qu'il y a soit trop d'explications, soit pas assez d'explications, etc. Et également pour nous, ça va nous permettre pour les itérations futures d'avoir une idée dès le départ du parcours qu'on veut mettre en place. On ne va pas le découvrir à 3 semaines de l'implémentation en dev, etc. Donc c'est vraiment une formulation là idéale d'être là dès les phases de cadrage. Également, moi j'ai dû changer une manière de faire au niveau des benchmarks. On nous dit souvent en tant que designer, il faut bencher, chose qu'on fait. On va aller bencher les interfaces en faisant attention finalement au design interface UI. On va aussi bencher l'expérience. Mais là, ce qui était nouveau dans une problématique où on voulait mettre en place un comparateur, c'est d'aller finalement bencher les mots utilisés à l'intérieur de cette même interface. Par exemple, on est allé voir des concurrents de la téléphonie mobile, mais on est aussi allé voir la Fnac ou Darty. Ce qui nous a interpellé dans leur comparateur, c'est que, par exemple, Darty parlait au passif quand on avait sélectionné quelque chose. Donc, moi, j'ai vraiment appris finalement à aller au-delà de mon benchmark traditionnel. Je suis allé bencher des mots. Oui, c'est intéressant de co-construire ces benchmarks avec les deux expertises, puisqu'on a tout de suite la vision globale de la façon dont on veut se positionner par rapport aux concurrents, mais également de ce qu'on doit éviter, des bonnes pratiques aussi qu'on peut optimiser, etc. Donc, on est directement mis dans le bain dès le benchmark. Une autre chose aussi, donc ça vous est amis UX-writer, ça vous est sûrement arrivé d'avoir des maquettes avec du lorem ipsum sans vraiment savoir ce qu'il fallait écrire dans les composants. Là, moi, ce que je demande généralement aux designers et ce que je demande aussi à Stevie dans un premier temps, c'est d'écrire vraiment les messages d'intention, ce qu'il veut mettre de la façon la plus, optimale possible. Avec ses qualités à lui et avec également l'aide de la charte éditoriale qui a été partagée. Ça nous aide à gagner du temps, ça nous aide à challenger plus vite les wordings. Et moi, ça me permet vraiment de connaître son intention vraiment de façon formulée. Ça a l'air de rien, mais vraiment avoir ces intentions formulées, ça nous permet à nous de les challenger beaucoup plus vite et à eux également de se rendre compte de certaines problématiques dont ils ne se rendaient pas forcément compte avec les wordings. Donc c'est vraiment un travail interactif au niveau de la formulation des messages. Donc, on a mis en place finalement ce qu'on appelle un pairing. Donc, c'est le fait de travailler tous les deux sur un même ordinateur pendant une durée donnée. Yes. Donc, on va itérer après que Stevie m'ait communiqué ses messages d'intention. On va commencer à les challenger ensemble avec vraiment des temps de repos
pour se mettre ensuite dans la peau de l'utilisateur qui, lui, ne connaît pas l'interface. C'est-à-dire que quand on va commencer le premier jour, on va vraiment avoir les mains dans le cambouis, on va vraiment se dire, bon, bah voilà, là, c'est top, on a fait des super wordings, ils vont tout comprendre, mais on va être trop dedans parce qu'on va avoir notre vision du produit à un instant T, etc. Le fait d'y revenir le lendemain, le surlendemain, etc., d'itérer comme ça au jour le jour, ça nous permet de revenir avec une interaction beaucoup plus naïve, beaucoup plus brute par rapport à l'interface qui se rapproche le plus de la façon dont l'utilisateur, lui, va interagir avec l'interface. Et donc, ça nous permet vraiment de challenger ça et de se mettre beaucoup plus facilement à sa place. Et bon, on n'est pas là pour faire la pub d'un outil, mais on va quand même en parler. On utilise l'outil Figma et on a aussi également FigJam, qui est vraiment approprié pour cette notion de pairing. Ouais, généralement, Stevie me duplique la page sur laquelle il travaille, il renomme la page Draft UX Writing. Et donc, moi, quand on n'a pas l'occasion de travailler en live, même quand on travaille en live d'ailleurs, ça me permet de casser les maquettes, de repenser la hiérarchie d'information sans pour autant le mettre lui en difficulté en cassant ses maquettes sur lesquelles les autres designers travaillent également. Et pour juste avant de montrer l'exemple, on n'a pas encore testé les nouveaux plugins Figma ou les nouvelles fonctionnalités Figma dédiées au content design. Mais on a vu, mais juste on n'a pas encore testé ces features. Ça va arriver. Par exemple, un des exemples qu'on présente assez souvent lors de nos interventions, c'est celui-là. Donc, si demain vous êtes amené à déménager, vous allez vous dire, bon, j'ai besoin d'Internet. Vous allez aller chez votre opérateur téléphonique, lui indiquer votre nouvelle adresse. Donc, nos conseillers, en fait, ils ont un outil leur permettant de vous dire à quelle technologie vous êtes éligible. Et cet outil, en fait, il est à disposition un peu sur tous les outils. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'outil A, B ou C, ils auront accès à cet outil d'éligibilité. Donc, en fait, en un clic, ils vont afficher une pop-in leur permettant finalement de tester la technologie éligible à votre nouvelle adresse. Voilà, et une fois que l'adresse est vérifiée, du coup, la première intention que Stevie m'a communiquée, c'est revenir à l'étape précédente avec le chevron à gauche, puisque fonctionnellement, c'est comme ça que ça se passe une fois que la pop-in est ouverte et qu'il clique sur revenir à l'étape précédente, il revient sur son outil. Et du coup, pour permettre au conseiller de vraiment fluidifier sa navigation et son interaction avec le client et son interface. On a modifié le wording, on a modifié le chevron, on l'a mis à droite et on a mis continuer avec cette adresse qui lui permet vraiment d'avoir le sentiment de continuer son action et d'aller à l'étape précédente, même si techniquement il revient sur la page sur laquelle il était précédemment. Maintenant, on va parler de prod, si on peut être direct. Au niveau de la production, déjà, ça dépend des entités. Nous, là, on va utiliser FigJam pour l'exemple. Moi, j'ai, du coup, comme l'a dit Johan, rédigé des messages d'intention et je vais lui fournir à l'aide de mon fichier Figma. Et là, Johan, lui, il va pouvoir revenir de par des post-it ou des plugins, challenger mes premiers messages d'attention pour que ça soit cohérent avec tous les sujets qu'il a déjà évoqués. Yes. Et du coup, au-delà de ça, je vais aussi lui l'accompagner pour rédiger le protocole de test qui va être ensuite testé par les utilisateurs. Nous, c'est vraiment une mine d'or, les tests utilisateurs. Je suis souvent avec mon petit carnet pour voir comment ils s'expriment, quels mots ils utilisent, etc. Et là, justement, c'est le moment où il faut tester les formulations, nos wordings, nos terminologies, etc. Donc, du coup, cette phase de pré-test et d'écriture du protocole de test me permet de tester des hypothèses et de comprendre pourquoi également elles n'ont pas marché. Alors, oui. Donc, finalement, en fait, on fait souvent des tests d'utilisabilité, mais là, on fait aussi des tests de compréhension des terminologies. Exactement, ça va ensemble. Du coup, je voulais revenir très rapidement sur ce scannage de l'écran par l'utilisateur pour vous montrer l'exemple qu'on a testé.
les utilisateurs vraiment scannent la page, ils restent entre 5 secondes à 1 minute sur la page et ils lisent une dizaine de pourcents de la page. Et ça, c'est un eye tracking qui montre vraiment où il se concentre. Donc, c'est vraiment sur des parties très spécifiques. Et il y a eu plusieurs études faites par le groupe Norman-Nielsen Group et Nielsen-Norman Group. Pardon. Et ce comportement n'a pas changé depuis 1997. Donc, c'est vraiment un comportement universel, ce scannage des interfaces par les utilisateurs, ils ne le lisent pas. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer que dans le cadre, dans le contexte d'une vente par un conseiller et donc des wordings qu'on va choisir pour l'outil conseiller, il faut vraiment être le plus concis possible, éviter toute la charge mentale, éviter de lui rajouter de la charge mentale. Du coup, ce qu'on a testé ici, là, c'est le cas où un client veut souscrire, a déjà une offre et se demande s'il peut changer d'offre. Donc, du coup, on va l'inviter à comparer son offre. Le wording initial, ce serait comparer votre offre actuelle avec la nouvelle offre. Et justement, pour vraiment réduire cette charge mentale au maximum, on a testé ce wording, donc avec une nuance orthographique, ajouter au comparateur quand c'est pas encore ajouté, quand il a la possibilité d'ajouter, donc ajouter ER, et ajouter au participe passé une fois que l'action a été effectuée. Ça, c'est justement un wording qu'on a récupéré du bench sur Darty, si je me rappelle bien. Voilà. Et donc là, typiquement, c'est quelque chose qu'on va tester auprès des utilisateurs. Et donc, moi, je vais assister en shadowing au test et écouter comment ça réagit. Et vous le voyez là, alors là, ce ne sont pas leurs vrais prénoms, mais les verbatims collent à la réalité. Kevin, conseiller boutique, pensait que c'était une faute de français. Et Lucie n'a même pas lu le terme. Donc, du coup, je suis arrivé à la conclusion que ça ne fonctionnait pas, ces nuances orthographiques. Ça aurait pu, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il vaudrait peut-être mieux préciser les actions avec comparer à l'offre actuelle une fois que ce n'est pas encore comparé et le participe passé une fois que l'offre a été comparée. Je me rappelle également d'un test où on avait mis sur certaines interfaces, pour parler d'un mobile, le mot terminal et tout au long du même parcours, sur deux, trois interfaces après, le mot mobile. J'ai écouté le conseiller parler et quand il était face à l'interface terminal, il parlait de terminal. Quand il était face à l'interface mobile, il parlait de téléphone mobile. Ce qui fait que ça peut poser un problème quand il s'adresse au client. Donc ça, c'est également des insights qu'on a pu récolter en test utilisateur. C'est vraiment une mine d'or pour nous. Prenez vos calepins quand vous êtes en test. C'est la meilleure façon de savoir comment parlent vos utilisateurs. Également, donc là, on parle de notre pairing avec Johan, product designer et extracteur, mais n'oublions pas que le produit ne nous appartient pas. Il y a aussi des PO, des PM et d'autres métiers. Et souvent, on parle de recettes quand on est designer. On fait de la recette avec les devs. Nous, en fait, on s'est dit que les UX-writers devaient participer avec nous à ces recettes-là parce que, tout simplement, on a mis en place leurs recommandations au niveau des terminologies. Et lors de ces recettes au global, on fait une relecture du parcours en s'assurant de la cohérence, bien sûr, des interfaces, mais aussi de la cohérence des terminologies utilisées. Ouais, c'est très important de ne pas laisser en autonomie, par exemple, les devs modifier, supprimer certains mots, etc., parce que ça peut nuire au message général qu'on veut transmettre. Du coup, le fait de relire tous ensemble ces wordings avec un prisme fonctionnel et technique, ça permet, nous, de reformuler les wordings si jamais il y a un souci. Donc, on arrive à la fin de notre présentation, encore 5 minutes. 5 points clés qu'on souhaite vous partager en tout cas. C'est moi, en tant que product designer, finalement, je me dois vraiment d'intégrer Johan et les UX-writers de manière générale en amont du lancement de mon projet. Et également, en tant que product designer, donc il y a quand même le mot product dans mon métier, je me dois de partager la vision produit à Johan et de prendre le temps de le faire, que ce soit le MVP jusqu'à la vision cible et de l'informer en fait de l'évolution
de cette stratégie s'il y a des évolutions à avoir en considération. Voilà, comme ça, je sais tout. Également, moi, pour ma part, en travaillant avec Stevie notamment, je me suis rendu compte que le product designer servait vraiment de véritable référent, de relais entre les métiers produits et nous-mêmes. Et même plus que ça, il peut nous intégrer à ces équipes-là avec lesquelles, dans notre organisation à nous, on n'a pas spécialement l'habitude de travailler, on n'a pas spécialement le réflexe tout de suite de travailler. Et ça nous permet de ne pas nous focaliser que sur l'expérience utilisateur, mais également de récolter des insights sur les enjeux business et la stratégie produit. Et nous, de notre côté, on va permettre, dès les phases de cadrage, aux product designers, mais également aux équipes produits, d'insuffler vraiment une cohérence sur le discours sur les produits en leur formulant vraiment les terminologies qui vont être utilisées de A à Z et qui vont être utilisées face à nos utilisateurs finaux. Et donc, on l'a vu également, mais ça, c'est vraiment la base de l'UX Writing. On aide les équipes design et le product designer, du coup, à formuler les actions et à réduire la charge mentale au maximum pour fluidifier la navigation des utilisateurs et leur faire vivre une expérience absolument inoubliable. C'est important de faire une expérience mémorable. Et on ne vous a pas tout dit parce qu'on présente des choses, mais sachez qu'on continue à faire des erreurs parce qu'on est dans un processus itératif. On l'a dit, c'est une méthode qu'on teste. Par exemple, on sait qu'on n'a pas été suffisamment attentif à la vélocité et au temps que ça nous a pris. Donc, on nous a dit finalement, est-ce que ça en vaut la peine d'investir autant de temps sur ces problématiques-là? Donc, nous, là, on fait un travail d'affinage en termes de vélocité, de finalement combien de temps ça nous prend. Également, c'est une méthode qu'on teste et nous, on voulait faire appel à vous. Si aujourd'hui, derrière votre écran, vous travaillez avec des product designers et des illustrateurs, vous travaillez en binôme, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi-même, Steve Gosset ou Yoann Elmaleh sur LinkedIn, pour qu'on puisse vous partager le support et que vous puissiez tester la méthode et nous faire un feedback dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille et on est vraiment convaincu que l'expérience avec les mots, c'est quelque chose d'important. On l'a déjà vu comme dans des conférences il n'y a pas longtemps, Apple parlait des mots dans les parcours. Donc, nous, on essaie de travailler et affiner notre méthode de travail commune. Et également, on est en train de travailler là sur un formulaire pour récolter vos retours d'expérience. Donc, on fera peut-être appel à vous et n'hésitez pas, si vous voulez recevoir le formulaire, à nous contacter. Donc, vraiment, on va essayer d'affiner cette collaboration et de vous partager prochainement toutes nos nouveaux tips. Merci. Merci à tous et à toutes, pardon. Et je vous laisse poser vos questions. Je vois qu'il y a des questions qui ont été priorisées apparemment dans le chat. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Très coordonnée, c'est magnifique. Vous êtes bien préparés tous les deux. C'est joli. Alors, donc, il y a beaucoup de questions quand même. Alors, Apolline doit partir. Donc, c'est dommage, j'avais beaucoup de questions. Salut, Apolline. Je ne sais pas si tu peux rester un petit peu. Alors, il y a Farah donc, qui pose la question. Donc, à quel point la maîtrise de la langue est-elle cruciale? Peut-on faire de l'UX Writing pour des interfaces en anglais si on n'est soi-même pas anglophone, par exemple? Alors, ça, je pense que c'est une question pour moi. Je pense aussi. Alors, j'ai fait un petit peu de localisation à l'époque où je travaillais pour Apple Music. Alors, c'est vraiment mon point de vue. Je sais qu'il y a des UX writers qui sont vraiment spécialisés dans la localisation. Moi, je pense personnellement que la langue est l'outil sur lequel on travaille. Tout comme un UI va travailler à partir d'un design system, de composants, etc. Et je pense que quand on ne maîtrise pas assez l'anglais, alors est-ce qu'il faut être anglophone? Je ne sais pas, ça dépend vraiment du niveau. Mais quand on ne maîtrise pas assez l'anglais, on n'a pas toute la vision sur la langue et même les habitudes des utilisateurs des utilisateurs internationaux. Après, je sais qu'il y a des réflexions là-dessus, bien sûr, et dans beaucoup d'entreprises, il y a des francophones qui font très bien de l'UX Writing en anglais. Il n'y a pas de souci. Mais là, je parle vraiment dans
mon cas, la langue que je maîtrise, c'est vraiment le français et je me suis vraiment surtout concentré là-dessus. Mais c'est une très bonne question et vraiment la maîtrise de la langue est cruciale comme un peintre en bâtiment va devoir maîtriser le pinceau et la peinture. Quelle métaphore. Ouais, vaut mieux pas que je peigne votre maison. Enfin. Alors, il y a encore une autre question de Farah. Alors, quelle différence faites-vous entre UX Writer, Content Designer, Copywriter et Product Marketing pour la partie explicitation des features? Donc, il y en a pour 5 minutes de réponse. Je vous laisse, Guillaume. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toute la question. Je vais me concentrer sur UX Writer et Content Designer. Je sais qu'il y a des UX Writers qui préfèrent s'appeler Content Designer. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose de, comment dire, de politique, mais qui est dans la façon dont on va recevoir le métier. C'est vrai qu'en parlant du UX-Writer, on peut peut-être trop se concentrer sur l'aspect écriture, alors qu'en parlant de content design, on va parler de contenu de façon un peu plus large. Peut-être que les content designers s'occupent pas que d'écriture également, ils vont aussi s'occuper de formats vidéo, photos, etc. Enfin, ça me dépasse un peu parce que j'ai pas travaillé avec le content design. Je sais que Gladys Diandoki, dont j'ai lu le livre qui est excellent, préfère parler de content design. Alors, il faudrait peut-être lui demander. Mais c'est une très bonne question qui mérite d'être approfondie. Oui, je crois qu'il y a une approche plus globale du content designer, des contenus, quoi, enfin, de pages, de hiérarchie d'information, de quel type de contenu, pour quel usage. Et effectivement, et copywriter, c'est plus générique, ça peut être vraiment utilisé pour tout type d'écriture, en fait. C'est peut-être moins adapté au web et aux usages. Ouais. Le copywriting, j'en ai déjà un peu parlé. Moi, la vraie différence que je ferais entre le copywriting et l'UX writing, de façon plus objective, si jamais j'enlève mon expérience à moi, c'est vraiment qu'un UX writer va collaborer en équipe avec des designers et va vraiment parler le langage des designers. Il va être vraiment intégré à ça. Il va savoir un peu aussi designer, modifier un petit peu les maquettes sur Figma pour hiérarchiser l'information et le montrer aux designers. Et également, dans les échanges avec les designers, ça va être fluide, quoi. Il va pas aller chercher sur Internet chaque mot qu'emploie un designer, parce que c'est vrai que parfois, quand on ne connaît pas le langage, on peut s'y perdre un peu. Clairement. Donc, c'est des métiers qui fonctionnent ensemble, mais disons qu'il y a des spécificités selon les équipes aussi, la taille d'équipe. Alors, on va passer à une autre question. Du coup, peut-être celle de Rodolphe, qui est aussi bien assez haute dans les votes, qui peut peut-être préciser ce qu'on vient de se dire. Donc, est-ce que le rôle de l'UX Writer est de conseiller sur la position des mots et des textes, sur la mise en forme, la police? Y a-t-il des répercussions visuelles de l'UX Writing au-delà de la formulation? Tu peux répondre si tu veux. Alors, pour nous, quand on collabore ensemble, déjà, on va échanger sur la longueur des terminologies, parce que des fois, il peut avoir tendance à faire des phrases à rallonge. Donc, je vais le challenger, je vais lui parler de longueur de caractère par rapport à moi, ma grille, mon interface. Également, je vais aussi lui dire ça serait bien qu'il y ait certains mots qui soient en bold et pas d'autres pour que, tout à l'heure on parlait, mais que la captation de l'œil, elle se pose sur des mots importants. Donc ça reste moi finalement, j'ai l'impression dans notre collaboration en tout cas, qui fait des recommandations sur c'est quoi le mieux en termes de mise en page. Mais après, lui, il est libre de me challenger comme tout autre métier d'ailleurs, par rapport du coup à son passif, notamment d'écrivain, etc. Parce que des fois, il y a des éléments qu'il a eu, même dans du print, qui me rapportent, et c'est assez intéressant qu'on échange. Ouais, et sur les répercussions visuelles, j'aimerais répondre rapidement.
J'ai beaucoup dit que les utilisateurs ne lisaient pas les textes, les paragraphes. Du coup, il y a pas mal d'astuces qui vont faire qu'on va attirer l'œil à des endroits. Donc, plutôt qu'écrire un énorme paragraphe de 7-8 lignes, on va reformuler à travers des listes à puces, etc., pour vraiment mettre un message par phrase, une idée, enfin un message par paragraphe et une idée par phrase. Donc oui, il y a des répercussions visuelles. On travaille beaucoup de façon visuelle quand on écrit aussi sur la longueur des formulations. On est vraiment dans l'interaction avec les mots, avec la façon dont on va faire comprendre le message qu'on veut faire passer, mais également avec l'organisation visuelle de nos formulations. Par exemple, la présentation qu'on a faite aujourd'hui, on l'a travaillée et retravaillée avec les deux points de vue, c'est-à-dire moi la mise en page et lui le contenu. Il y a des moments où il essayait de la faire de la mise en page, je reprenais sa mise en page parce que c'est pas forcément son point fort, mais il va s'améliorer. Et ainsi de suite par rapport à moi, mes terminologies. Alors, est-ce que c'est du content design ou du UX writing? Je pense que c'est beaucoup de, comment dire, des formules qui dépendent aussi des fiches métiers que l'entreprise va proposer. Hein. Ça dépend aussi beaucoup de la culture de l'entreprise. Mais oui, on fait toujours du design de contenu quand on fait de l'UX writing, évidemment. Ouais. Après, pour ce qui est de la police, généralement, ça c'est plus de l'ordre du design system. Les polices sont déjà bien définies. Et Maxime, pour répondre à ta question, la présentation, on l'enverra aux personnes qui vont tester la méthode avec nous. C'est super ça. Alors, il y a une petite question que j'aimais bien. Donc, Farah encore. Est-ce que vous avez un petit trick ou une catchphrase pour faire comprendre à des stakeholders ou aux collaborateurs de l'équipe l'importance d'investir, de passer du temps? Et un argument massu. Nous, ça a toujours été l'exemple, des fois, c'est les concurrents. Hein. Les concurrents, ça touche. Donc, des fois, quand on prend l'exemple des concurrents, et peu importe, on ne parle pas d'Orange. Hein. Là, je parle de mes autres. Par exemple, je travaille sur la SNCF Connect. On parlait de CityMapper, on regardait. Donc, surtout que CityMapper, Yoann en parlera mieux que moi, c'est quand même une ligne édito assez intéressante. Également, moi, des fois, je pose le parcours et je demande à quelqu'un dans la salle, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire? Là, il va parler en autonomie et je vais faire venir quelqu'un d'autre que je vais aller prendre prendre façon de parler dans un couloir. Ah, on entend toujours parce que j'ai des problèmes de connexion apparemment. Et on va lui dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, on va faire parler les gens pour voir finalement la différence de compréhension entre deux personnes au sein d'une même interface. Et nous, en fait, c'est comme ça que je sensibilise moi personnellement. Yes. Oui, Yoann, c'est très bien. Alors, il y en a encore le temps pour une petite question. Peut-être qu'il y a une question que vous voulez choisir vous-même. Merci Farah pour les questions. Ouais, c'est bien. Alors, je fais la question. Je vois qu'on parle de l'article de Charline. Et oui, il faut le lire. Super article. La question d'Apolline est assez intéressante. Yoann, comment as-tu sensibilisé les designers RPM à ton métier? Eh bien, alors là, on n'a pas beaucoup parlé de data, parce que sur l'outil conseillé, on ne peut pas vraiment mesurer de façon quanti. Mais on a... elle est là, la question, super. On a un doc où on récolte des datas, on fait des avant-après avec la page qui a été en prod et la page et l'interface qui a été modifiée et l'augmentation du taux de conversion, etc. Ça aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup à sensibiliser les designers et également quelque chose de tout bête. À la cantine. On va à la cantine avec, au début, quand je suis arrivé, je suis allé à la cantine avec les designers, je leur ai parlé
mon métier qui ne connaissaient pas forcément. Et je leur dis, venez, on teste de faire un parcours ensemble. Et en travaillant, comme on l'a montré là, en itération avec eux, ils se rendent compte que les messages sont beaucoup plus clairs et sont beaucoup plus utiles pour les clients. Au niveau des temps, alors, as-tu organisé des temps dédiés ou c'est uniquement lors de projets? Alors, les temps dédiés, oui, ce sont plutôt les temps qui sont hors travail, mais également, on fait des onboarding à tous les nouveaux arrivants pour les sensibiliser à l'UX Writing. Donc, on leur présente le métier du UX Writer et la charte éditoriale pour qu'ils le sachent tous. On infuse également la tonalité de marque à toutes les équipes. Ça va des designers aux équipes produits. J'ai entendu un gros bruit. Ah, c'est la fin. Mais oui, il y a plein de choses différentes pour les sensibiliser. Mais le mieux vraiment, c'est de leur montrer des exemples concrets, data à l'appui. Je suis désolé de répondre aussi de façon aussi concise aux questions. Non, mais c'est pas parce qu'on a tous faim. Enfin, je pense. Ouais. Puis oui, il y a un resto qui vous attend derrière. Mais c'est bon. Alors, c'est vrai qu'il y a une question, ça, c'était pas très clair. Maxime demandait où est-ce qu'on peut retrouver votre présentation. Je crois que tu as répondu, si. Par des soucis de propriété intellectuelle, notre présentation, on l'enverra aux personnes en lecture qui nous demanderont. Du coup, via nos réseaux, Stevie Gosset ou Johan Elman. D'accord, ok. Donc, pour info, j'ai mis vos LinkedIn tout au début de la conversation. Super. N'hésitez pas, on est preneurs de vos retours. Oui, et puis de vos questionnements. Yes. Et très bien, donc ça, c'est cool. Donc, aussi, je vous informe que Cassandra, qui effectivement travaille pas mal aussi avec Gladys, propose une formation à laptop sur l'UX Writing et justement la collaboration entre les métiers qui est clé, comme vous l'avez bien présenté. Donc voilà, n'hésitez pas, on fait toujours ces formations pour vous aider à mieux travailler ensemble. Puis peu à peu, on va développer d'autres petites formations sur Figma et l'UX Writing. Mais ça, je ne peux pas vous dire quand encore. En tout cas, oui, les interventions de Gladys et Cassandra, ce sont des interventions. Ça fait partie des ressources que j'ai envoyées à Stevie pour qu'il s'imprègne du métier. C'est top. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était super, très précis. C'est sympa de nous partager votre méthode. Donc, je pense que tout le monde va vous envoyer des petits messages. Écoutez, je vous remercie à tous et bon appétit. Et puis à la prochaine, au prochain Design Out the Box ou autre, selon vos décisions. Merci beaucoup à vous. Passez une bonne journée. Merci. Merci. À bientôt.